Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 6 septembre 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, je prévois de faire une deuxième émission cette semaine vendredi, étant donné qu'on attend euh, les annonces de la BCE jeudi. À mon avis, le marché devrait quand même rester calme jusqu'à cette date. Donc on fera un gros point sur les marchés après les annonces de Christine Lagarde jeudi. Donc rendez-vous vendredi pour une prochaine émission. Alors globalement, on sort d'un week-end prolongé pour les marchés américains qui a été fermé justement hier, donc très peu de volatilité sur les marchés. Néanmoins, on a eu une ouverture avec un gros gap baissier lundi en Europe, étant donné que vendredi, après la clôture américaine, les marchés ont complètement lâché après l'annonce de la fermeture prolongée du gazoduc Nord Stream 1. Euh, donc ça, c'est un événement qui a quand même un peu plombé euh, les marchés européens et on a de nouveau assisté à une nouvelle envolée des prix du gaz. Donc globalement, ce matin, ça reste, en tout cas la prise de risque reste très limitée sur les marchés, je trouve. On est sous des niveaux de résistance, on a quand même enfoncé des gros niveaux de support. La pression vendeuse, elle, ne faiblit pas pour l'instant, mais je vois mal les opérateurs prendre des risques juste avant la réunion de la BCE qui est prévue ce jeudi. Donc là, pour l'instant, on a un petit rebond. Les contrats futurs sur Wall Street, pareil, après ce fameux week-end de 3 jours, on est plutôt dans le vert. Bon, reste à voir maintenant si les opérateurs vont payer cette séance ou se montrer plutôt prudents comme c'est le cas actuellement en Europe. Pour rappel, hein, les craintes de récession et la perspective quand même de forte hausse des taux continuent de dominer l'actualité et aussi un peu de peser sur le moral des investisseurs en Europe. Donc là, très clairement, le sentiment de marché reste quand même influencé avant tout par la guerre en Ukraine et les tensions sur le marché de l'énergie, qui alimentent en partie l'inflation tout en freinant justement l'activité économique, comme ce fut le cas notamment hier avec l'envolée justement, comme je vous le disais, des prix du gaz à cause de la fermeture prolongée du gazoduc Nord Stream 1 et aussi le recul des indices PMI européens. Donc, ce qui conforte justement un peu ce scénario récessionniste qui pointe en tout cas le bout de son nez en Europe. Maintenant, côté indicateur, euh, ce matin en Allemagne, on a eu justement les commandes à l'industrie qui ont baissé, elles, de 1,1% en juillet, un recul encore une fois plus marqué qu'attendu. Et enfin, dans la journée, d'indicateurs macro, on attend uniquement à 16 heures l'indice ISM des services aux États-Unis. Voilà donc pour les données clés en tout cas à surveiller ce mardi, mais comme je vous le disais, dans un tel contexte, bien évidemment, les opérateurs se tournent vers la BCE, la Banque Centrale Européenne jeudi, qui devrait justement peut-être relever en tout cas ses taux. Ça va être un peu la surprise de 50 voire de 75 points de base. Et donc forcément, une telle hausse de taux n'est évidemment pas de nature à inciter les investisseurs à repartir à l'achat. Pour l'instant, on fera le point dans la partie technique. On est toujours dans un marché baissier. Sur le CAC, on est dans un range. Donc on pourrait même retourner visiter les gros niveaux clés avant potentiellement de repartir à l'achat. En tout cas, toujours un marché sous pression avec un flux vendeur qui pour l'instant ne faiblit pas. Côté macro, ici vous avez justement les prévisions d'inflation pour les différents pays. Euh, pour rappel, hein, toujours à prendre avec des pincettes, car les prévisions d'inflation ont toujours un peu volé en éclats, étant donné que les économistes se sont à chaque fois plantés au cours, je dirais, des 6 voire même 10 derniers mois. L'inflation, elle, n'a fait qu'accélérer. Néanmoins, on constate
on a peut-être un pic derrière nous. En tout cas, c'est ce que suggèrent les données aux États-Unis, avec une inflation qui commence à ralentir. En zone euro, ça dépend des pays. En France, effectivement, l'inflation était à 6,1 le mois dernier, on est passé à 5,8. Autant en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, dans certains pays de l'Est aussi. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'on pourrait avoir un peu un fameux dôme euh, en zone euro, ici, avec une inflation qui pourrait finalement rester élevée encore quelques temps, oui, même jusqu'à fin 2023 avant de chuter drastiquement, si c'est en tout cas vraiment le cas, et si les prévisions sont bonnes, hein, rappelez-vous, hein, je vous avais déjà montré plusieurs prévisions d'inflation, l'inflation était censée reculer dès début 2022, voire mi-2022. Là, ce n'est pas le cas. Le marché actuellement price un pic d'inflation aux États-Unis en zone euro, en tout cas ce serait le cas au Canada, zone euro, comme je dirais, en un dôme. Plus compliqué au Royaume-Uni, notamment avec l'envolée des prix de l'énergie, où là l'inflation pourrait atteindre quasiment 12% d'ici la fin de l'année. En tout cas, force est de constater que l'objectif des banquiers centraux, des banques centrales avec un objectif d'inflation à 2%, ne pourrait être atteint seulement en 2023, en tout cas fin 2023. Donc pareil, l'inflation risque en tout cas de peser encore quelques temps et quelques trimestres sur les marchés et aussi d'impacter forcément le portefeuille des ménages, mais aussi les marges des entreprises. On fera justement le point dans les prochains graphiques concernant les bénéfices des fameuses sociétés cotées en bourse. Nous attaquons un nouveau mois, le mois de septembre, qui est généralement un mois pas terrible pour les marchés. Plusieurs données le montrent, que ce soit depuis 1950, au cours des 20 dernières années, 10 dernières années, ou en période d'élection de mi-mandat. Et globalement, on constate que le mois de septembre est l'un des pires mois de l'année pour les marchés. Donc déjà, on est dans un marché baissier depuis le mois de janvier, des indices qui perdent entre 15 et 25% pour le Nasdaq. Donc un flux vendeur et en plus, selon la saisonnalité, encore une fois, ce n'est que des statistiques, ce n'est pas une science exacte, mais selon les données backtestées maintenant depuis plusieurs décennies, eh bien, prudence sur le mois de septembre, car celui-ci n'est pas bon pour la performance des actions. Pour rappel, en plus, on a quand même des événements clés à venir, notamment la BCE ce jeudi, avec peut-être une hausse surprise de 75 points de base, et derrière la Fed qui, pour rappel, devrait elle aussi relever ses taux de 75 points de base. Normalement, ce n'était pas censé devenir la norme, comme le soulignait Jérôme Powell, puis finalement, étant donné que les banquiers centraux se sont un peu plantés sur la trajectoire de l'inflation, ou en Europe, Christine Lagarde a pris énormément de retard sur la hausse des taux, eh bien, se retrouve un peu dans une impasse et est obligé d'effectuer des hausses de taux assez sévères. Donc là, reste à savoir comment le marché va se comporter après les différentes hausses de taux qu'on va avoir en Europe et aux États-Unis. Bon, logiquement, les mois d'octobre, novembre et décembre sont censés être les meilleurs mois de l'année. Donc encore une fois, ce sont des statistiques. On fera le point bien évidemment en fonction de l'évolution macro, mais aussi en fonction de l'évolution technique de nos indices. Car effectivement, si on franchit de nouveau plus bas, à mon avis, la baisse pourrait de nouveau s'accélérer dans les prochains mois. Sans oublier que l'hiver risque d'être rude en zone euro avec une crise énergétique qui pointe le bout de son nez en Europe. Enfin, justement, je vous parlais des bénéfices pour les entreprises. Ici, on constate très clairement
je dirais, la croissance des bénéfices des sociétés, notamment pour le S&P 500, depuis 2010. Donc on a vraiment une croissance euh, assez saine, je dirais, jusqu'en 2020. Ensuite, on a eu le Covid, donc forcément avec les confinements et les lockdowns un peu partout dans le monde, chute drastique des bénéfices, et ensuite on est reparti comme en 40, étant donné que les banquiers centraux ont injecté à eux seuls plus de 10 000 milliards de liquidités sur les marchés. Donc forcément, une ascension, je dirais, fulgurante des bénéfices, dopée en partie par, certes, une forte reprise économique, on ne va pas se le cacher, mais aussi par des injections pharaoniques de liquidités de la part des banquiers centraux. Maintenant, étant donné le contexte, euh, les investisseurs doivent-ils s'attendre à une baisse significative de la croissance des bénéfices? Vous voyez qu'on commence à avoir un léger repli par rapport au niveau à peu près moyen, et on a un contexte macro qui se dégrade. Alors, tout dépend encore une fois des sociétés. C'est sûr que les sociétés liées à l'énergie, elles, se gavent actuellement sur les marchés, mais d'autres sociétés, notamment la tech, eh bien, pour elles, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, on pourrait avoir une baisse de la croissance des bénéfices, étant donné très clairement qu'on a des banquiers centraux qui euh, adoptent pas le même discours qu'en 2020-2021, où là, on est dans une politique, je dirais, monétaire assez restrictive, avec les différentes hausses de taux. Donc le coût du financement devient plus compliqué pour euh, les entreprises, et aussi avec toujours une inflation, comme évoqué juste avant, assez élevée, qui vient justement imputer, elle, la marge des entreprises. Donc forcément, reste à savoir maintenant dans les prochains mois comment les entreprises vont se comporter, mais effectivement, ça me semble compliqué au vu des actions des banques centrales, de la macro qui se dégrade, du ralentissement économique et de l'inflation qui reste élevée et qui impacte les marges des sociétés, de continuer d'aller de l'avant. En tout cas, pour moi, je verrais plutôt soit une stabilisation euh, de la croissance des bénéfices, en tout cas euh, pour les prochains mois, soit effectivement un recul, étant donné qu'on est dans un contexte un peu compliqué, et cela pourrait encore durer jusqu'à la fin de l'année. Donc pareil, si les bénéfices commencent à chuter, euh, les indices pourraient peut-être perdre pied derrière. Pour l'instant, ce qui sauve les indices, très clairement, c'est les résultats au Q2 qui étaient corrects. Ils n'étaient pas exceptionnels, mais ils étaient corrects, et surtout les buybacks. Donc le rachat de titres de la part des entreprises, ce qui permet de gonfler artificiellement le cours de bourse. Et pour rappel, je vous disais aussi que ici, c'est dû aux injections pharaoniques de liquidités de la part des banquiers centraux. Et justement, à partir du mois de septembre, la réduction du bilan de la Fed double. Hein. On passe à 95 milliards par mois. Donc, moins de liquidités en plus sur les marchés, ça risque forcément d'être plus compliqué pour la performance du S&P 500 au cours des prochains mois. Concernant la partie technique maintenant, alors avant d'aller sur le Forex, on va directement jeter un coup d'œil sur les indices, mais globalement il ne s'est pas passé grand chose, je reste toujours baissier. J'attends de voir si on repasse au-dessus des 6150. Pour moi, on a une grosse phase de consolidation ici, alors peut-être dans un triangle. Euh, hop, attendez. Voilà. Donc, grosse phase de consolidation pour moi sur le CAC. Certains y verront un début de triangle, d'autres un range. En tout cas, pour l'instant, le marché effectivement consolide. Le CAC est l'un des indices qui résiste plutôt bien, je trouve, dans la baisse. Pour l'instant, on est sous résistance avant la BCE, comme je vous le disais.
Pour rappel, ce sont les sommets de 2020 et les sommets de 2007, donc juste ici. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 6150, 6160 en clôture daily, j'estime que les vendeurs gardent la main. Maintenant, en données 4 heures, on reste sur des sommets et des plus bas de plus en plus bas. Donc, selon la théorie de dos, c'est toujours baissier. Je note un début de stabilisation, mais c'est trop tôt pour affirmer un début de reprise haussière. Comme je vous le disais, pour l'instant, je reste baissier. Pour moi, on est dans un range. Avant de passer en données 4 heures, voilà, je vais repasser en données daily. Donc, à voir si c'est un triangle de consolidation ou plutôt un range entre 6570 et 5800. Bon, j'estime qu'on est un peu dans un range et je ne serais pas étonné de voir le marché de nouveau aller chercher la borne basse. Bon, invalidation de ce plan, néanmoins, si on repasse au-dessus euh, des 6160. Mais pour l'instant, ça reste baissier. Maintenant, effectivement, en données 4 heures, on avait cette divergence haussière, mais je suis pas hyper fan quand je vois les pas invalidés. Effectivement, on avait quand même une belle div ici qui s'est matérialisée. Mais pour l'instant, j'ai du mal à être acheteur. Alors oui, elle a été validée, effectivement, ici, vendredi. Mais l'annonce de la fermeture du gazoduc vendredi soir a un peu plombé l'ambiance derrière. Et du coup, je suis méfiant sur cette divergence. Voilà. Donc là, j'estime que je reviendrai peut-être à l'achat si on repasse vraiment en clôture avant au-dessus des 6160. Et bien évidemment, après les annonces de la BCE. Là, je ne vais pas prendre de risques et proposer un trade swing à l'achat ou à la vente. J'ai un biais baissier, mais bien évidemment, avant la BCE, prise de risque inutile, je trouve, étant donné que le marché peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend encore une fois de l'interprétation des propos de Christine Lagarde derrière. Donc voilà le plan. Après la BCE, pourquoi pas repasser à l'achat effectivement si on est au-dessus des 6160, 6150. Et à l'inverse, si on ne parvient pas à franchir les plus hauts, et bien continuer de vendre l'indice pour aller chercher le prochain support à 5950, puis le bas du range vers 5830, 5800 points. Concernant le DAX maintenant, sentiment que l'on consolide aussi sur l'indice allemand. Pas grand chose à dire. Je vais regarder la bougie weekly. Ok. Bon. On a une zone de vente qui pourrait m'intéresser un peu plus haut. Entre 13 340 et 13 210. Effectivement, s'il y a un endroit où on doit revendre l'indice, ce serait sur ce niveau-là. J'aime beaucoup ici cette zone de résistance avec MM200 et Tenkan. Pour l'heure, on préserve encore une fois les fameux, enfin les plus bas annuels pour l'instant. Donc ça va être le pivot clé à défendre. En données daily, bon, pas de chandelier de retournement sur au niveau des plus bas, plutôt le sentiment qu'on a un peu une grosse phase de consolidation. Vous voyez ici, autour de 13 050, 12 630, donc assez neutre sur l'indice allemand. Effectivement, si on doit retenter des achats, ce serait plus sereinement, je dirais, ce serait vers les plus bas annuels. On a quand même une très belle zone de support ici, donc à tenter une nouvelle fois. Mais en cas de cassure, là par contre, on aurait une accélération baissière assez intense, je pense. Mais pour l'heure, en données 4 heures, c'est assez creux aussi. On n'a pas beaucoup d'indications. Pas de signaux de retournement, je trouve, en données 4 heures ni en données daily. Je suis assez neutre globalement sur le DAX. Je préfère la configuration sur le CAC. Et là, je partirais plutôt pour un range. J'ai envie d'aller voir les futurs, voir si on a pas un peu plus d'informations, parce que sur le cash, je trouve que c'est assez maigre.
peut-être un début de range ici. Voilà, surveiller ce range là, effectivement on est en train de casser la MM50. Ouais, on a un petit niveau de résistance ici. Vous voyez, 13 000, 13 050. Donc là, plutôt un range à trader. Je reconnais qu'on a eu un avalement ici lundi à l'ouverture. Donc l'idéal, si on est dans un range, c'est d'aller chercher la borne haute. Pourquoi pas 13 050 pour de nouveau tenter des ventes en cas de signal baissier, encore une fois. Le Dow Jones. Je suis pas sur le bon. Là, c'est le Dow Jones des transports. Moi, je veux le Dow Jones classique. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une cassure Tenkan Kijun ici en clôture weekly la semaine dernière. Ça aurait été vraiment magnifique. Mais bon, on peut pas tout avoir. On a déjà eu, j'estime, ce signal de retournement avec une étoile du soir Doji. Donc là, pour moi, on a eu quand même un puissant signal technique de retournement. En tout cas, fin de hausse, fin de rebond, reprise derrière du marché baissier. On est sur un support weekly. Donc là, pareil, pour accélérer la baisse, il faudrait qu'on enfonce la zone à 13 150, 13 140, 13 200. Voilà, c'est une zone assez large. Maintenant, en données daily, deux plans. Le plan du micro-range à venir, entre 32 000 et 31 200 points. En cas de cassure de ce fameux support que j'ai évoqué avec vous en données weekly, l'idéal c'est d'aller chercher ce gap. Vous voyez, on a un petit gap. En gros, c'est d'aller chercher la prochaine zone. Voilà. On a une zone qui est juste ici. Voilà. C'est celle-là. Donc elle a été tracée. Là, on a une zone intermédiaire. Si on casse cette zone, c'est d'aller chercher 500 points plus bas pour venir combler le gap. Et ainsi de suite. Si on casse, de nouveau, venir combler le gap qui est là. Donc voilà le plan sur le Dow Jones. Pour l'heure, on est sur support. On va éviter de vendre en support. Ça tient. Les futurs sont dans le vert. Et un range de consolidation pourrait se mettre en place. Voilà, donc j'attends de voir. Surveiller l'ouverture du cash, mais à mon avis, on pourrait avoir ce fameux range dans l'attente de la BCE ou des données macro à venir en fin de semaine vendredi. Je crois qu'on a l'IPC qui doit tomber justement américain vendredi. Je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'on a une donnée importante qui est l'IPC justement ce vendredi à 14h30. Mais un range, encore une fois, qui pourrait se mettre en place. Donc, à trader, achat sur la borne basse en cas de signal de retournement, on allège en haut, pourquoi pas double creux derrière si ça passe. Mais pour l'heure, plutôt un range. Et en cas de cassure des plus bas, cible technique autour des 30 780, 30 700. Voilà, comblement du gap. On va faire un tour sur les futurs. Ouais, c'est la même chose. Bon, il ne s'est rien passé lundi, étant donné que le marché était fermé, mais la configuration est à peu près la même. On se stabilise, on préserve le niveau de support. En données daily, bon, voilà, si on casse 31 160, 31 000, c'est ce que je vous disais, aller chercher le gap voilà, qui est resté ouvert juste ici. Pas plus d'indications que ça sur les futurs, je trouve. Bon, ça reste baissier pour l'instant. On a eu des rebonds intermédiaires, mais pas une reprise du flux acheteur. Et je vois mal, comme je vous disais, le marché globalement prendre des risques inutiles avant la BCE jeudi. Voilà. Donc je verrais plutôt un marché un peu plat. Qui pourrait évoluer sans direction claire, dans l'attente
du discours de la BCE à 14h30 ce jeudi. L'euro-dollar maintenant sur le Forex. Pareil, je trouve que c'est assez mou sur le Forex, en tout cas pour l'euro-dollar. On est toujours, certes, dans un canal baissier, mais bon, le flux vendeur ici semble se calmer, en tout cas. En même temps, on perd, je crois, 13% depuis le début de l'année. Ça reste baissier, bien entendu. Cependant, pour l'instant, phase pareille de consolidation, de stabilisation, d'indécision de la part du marché. Et donc, là aussi, je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe en proposant des trades, étant donné qu'encore une fois, on a la BCE jeudi. Donc, pour moi, on aura de la volatilité à partir de jeudi après-midi. Et donc là, la grande question, c'est de savoir où, enfin, dans quelle direction le prochain flux directionnel sera. À savoir, retour vers le niveau de support, dans un premier temps ici, à 0,9795, puis accélération vers la borne basse du canal, ce qui en soi semblerait logique, ou sortie par le haut de ce range, et retour vers la borne haute de notre canal baissier. Bon, effectivement, en cas de hausse de 50 points de base, je pense que le marché ne serait pas surpris. Et on pourrait avoir un euro-dollar peut-être même continuer sa chute. En revanche, étant donné qu'on joue actuellement sur l'euro-dollar un différentiel de taux entre la Fed et la BCE, seulement que la BCE a pratiqué pendant trop longtemps la politique de l'autruche sur la trajectoire de l'inflation, ce qui fait qu'elle a pris énormément de retard sur la courbe des taux. Donc on joue un différentiel de taux et peut-être que 75 points de base pourraient être salués par les opérateurs. Et donc l'euro pourrait ensuite reprendre un peu de hauteur et aller chercher les 1,0160. Voilà un peu l'idée que je me fais, en tout cas le scénario que j'ai en tête en fonction des 50 points de base ou 75 points de base. Maintenant, en données 4 heures, bon, je note quand même, mais bon, j'ai du mal à prendre des risques maintenant, mais effectivement, je note ce petit marteau ici en bas qui a été validé. Si certains veulent tenter avec un stop loss sous les plus bas, pourquoi pas, mais je suis pas un grand fan. J'ai pas envie de prendre des risques juste avant la BCE. J'ai plutôt envie de surveiller l'évolution de ce range en données 4 heures et de me dire voilà, qu'une sortie par le bas devrait engendrer une poursuite de la baisse vers 0,9795 puis la borne basse du canal. En revanche, une sortie par le haut permettrait d'aller chercher MM50 et haut de canal haussier. Donc voilà le plan. En cas de cassure par le bas, stop loss au milieu du range, TP1, TP2. En cas de sortie par le haut, stop loss au milieu du range, TP1, gros TP1. Et en cas de cassure par le haut du canal haussier, ce qui serait quand même une sacrée surprise, et bien pourquoi pas commencer à renforcer sa position pour aller chercher les 1,0350. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, tout dépendra des propos de Christine Lagarde et aussi de la hausse des taux à venir. 50 points de base n'est pas la même chose que 75 points de base. L'AUD-USD, ici peut-être que certains ont vu cette configuration. Sur le Forex, c'est globalement pas très fun, très clairement. Il ne se passe pas grand chose. J'ai noté quelques éléments clés, soit sous surveillance, soit des configurations qui ont été validées. Ici, peut-être que certains l'ont vu, mais je la trouve plutôt belle, cette fameuse épaule, tête, épaule. Donc ici, elle a été validée. Peut-être que certains ont saisi cette occasion pour passer à la vente avec un stop loss aux alentours des 0,6953. Là, vous pouvez commencer à l'abaisser et le mettre juste au-dessus de la MM50. Par ici. Tac.
Et puis objectif, ce serait de retourner sur les plus bas. Donc l'objectif, lui, bien entendu, est quand même d'aller chercher un peu plus bas. Donc un objectif à 0,66, donc c'est l'objectif théorique. Je ne serais peut-être pas aussi gourmand parce qu'ici on a une belle zone de support. Voilà. Pour moi, ici, voilà. On a quand même une belle zone. À mon avis, c'est une zone weekly, vous la voyez. Donc juste ici, 0,66, 70. Ouais, c'est un peu plus bas. 66, 50, même pas. 66, pas aussi belle. 66, 90 sur excès. 66, 70, ouais, à peu près. Donc ce serait à peu près cet objectif-là à aller chercher, dans un premier temps. On est dans une tendance baissière pour l'instant. Pas de gros niveau de support en vue. Donc pareil, je garde plutôt un biais baissier sur cette paire au vu de la configuration technique qu'on a eue. Et donc, voilà, un objectif vers ce niveau-là. Le nuage qui s'est mis à plat, donc derrière, on pourrait avoir un gros range. Comme cela, vous voyez. Donc ne soyez pas trop gourmand. 0,67 sur excès 0,70. Voilà. Bien évidemment, si on casse ce fameux niveau de support, on pourra aller plus bas. Mais pour l'heure, on a quand même une grosse zone hebdo ici, potentiellement un range qui pourrait s'installer. Donc un objectif un peu plus court que l'objectif théorique de cette figure. Le GBP USD, j'aime bien la configuration, c'est ultra baissier bien évidemment, mais bon, je verrais bien un début de rebond sur cette paire, dans le sens où j'évoquais avec vous la semaine dernière ce canal baissier, je vous disais sous surveillance, l'idéal ce serait de venir taper la bande basse pour se positionner et aller chercher un repli, un rebond. Donc là l'objectif pour moi ce serait de retourner sur les 1,1750. Premièrement, on est venu taper, j'ai enlevé l'Ishimoku, voilà. On est venu taper notre bas de canal, très propre. Ensuite, chandelier de retournement lundi, vu qu'on a ouvert avec un gap baissier et un avalement. Vous voyez, donc bel avalement haussier sur borne basse de canal. Donc un stop loss, selon moi, assez facile à placer, juste en dessous ici. Et ça s'est joué de justesse, mais elle est quand même valide, cette divergence. On n'a pas cassé la ligne des 50, on a flirté avec, mais on l'a jamais cassé. Et vous voyez qu'on a une divergence, 4 heures. Ici. Donc voilà, elle s'est validée là ce matin, donc peut-être que certains en ont profité, d'autres sont peut-être rentrés sur l'avalement haussier hier, mais je verrais bien un rebond à venir. Voilà, peut-être pas de 50%, c'est ultra baissier, je vous l'accorde, mais là pourquoi pas jouer un rebond. Objectif 1,1750, mise à BE du stop, et puis remonter doucement si on arrive à casser les résistances. 1,18,5 et 1,20,15. Donc gros TP1 ici, on déboucle peut-être 75% de la position, et puis on essaie de garder 60 à 75% de la position. Et puis si ça casse, objectif 1,1850, on remonte le stop. Si ça casse, on remonte le stop et on va chercher les 1,2015. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un gros niveau ici, 1,1782, 1,1750, donc pareil, je tape plutôt sur un rebond qu'un début de reprise haussière pour l'instant. Le gold. J'ai bien aimé ce qu'on est venu faire sur le gold. J'attends quand même pareil la BCE ici car on pourrait avoir un peu de volatilité à mon avis. Jeudi, j'aime beaucoup le fait qu'on soit venu taper encore une fois en fait la bande basse de notre méga range. Peut-être que certains ont tenté un achat ici
Ça peut se comprendre, c'est une très belle zone. 1685, je vais même la tracer. Pour moi, c'est voilà, 1687, 1685. Si je prends les mèches, 1675, on va dire. Donc on a une très belle zone avec la MM200 en plus qui remonte. Forcément, je vous disais que j'étais intéressé par ce niveau-là pour payer une dernière fois. Bien évidemment, si on casse ce niveau, warning, attention, sortie de range par le bas, voire double sommet, et on aurait une configuration très semblable à celle-là. Vous voyez, grosse phase de consolidation ici, tac tac tac, après une belle ascension et cassure par le bas. Et derrière, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc là, pour moi, c'est une très belle zone. Un achat peut se tenter dans le sens où on reste toujours en tendance haussière et surtout le ratio risque-reward est excellent finalement. Là, si on est vraiment dans une grosse consolidation au sein d'une tendance haussière et que l'once d'or repart de l'avant derrière, vous avez un trade ou même un investissement avec un ratio risque-récompense juste excellent, surtout si on retourne par le haut et que derrière ça sort en haut. Donc pour moi, un niveau de support à mettre à profit, en tout cas dans cette zone. Bien entendu, j'aimerais avoir la touchette sur MM200. Là, ce serait magnifique. On a eu un petit avalement vendredi. Bon, je me méfie dans le sens où on a quand même la BCE à venir, la Fed. J'attends quand même un peu plus bas. Voilà, si on peut venir prendre appui sur MM200, ce serait vraiment parfait. Et puis si on commence à repartir ici, peut-être que certains ont tenté un achat là. Dans ce cas-là, stop loss sous la MM200. D'autres plus patients attendent un retour sur les MM200. Mais en tout cas, effectivement, on commence à rentrer dans une zone qu'il faut travailler à l'achat. C'est clairement pas le moment de vendre le métal jaune tant que le bas du range et la MM200 n'ont pas été franchis à la baisse. Là, on donnait 4 heures. Ok, toujours prisonnier sous MM50. Bon, si on peut retourner une deuxième fois, mais aller chercher un peu plus bas sur Excel, la MM200 et cette zone, eh bien vous connaissez le plan. Au moindre signal horaire, voire 4 heures, eh bien de nouveau tenter un achat avec un stop assez court. Dans une optique de swing trading, bien entendu. Là, je ne parle pas d'un plan court terme sur 1 ou 2 jours. Là, je parle vraiment d'un plan long terme, 2, 3, 4 semaines, voire même mois, si derrière, bien entendu, le marché est amené à se reprendre. Le Brent, assez neutre sur le marché pétrolier. Je constate quand même que ça reste haussier. Rien n'est fait. J'attends la cassure de ma trendline, mais globalement, pour l'instant, ça reste aussi. Alors oui, je note une dégradation, notamment avec la bougie de la semaine dernière, puisqu'on est quand même venu pénétrer notre nuage et invalider l'avalement haussier. Et derrière, casser la MM50. Bon, on est sur gros niveau de support. Pour l'instant, on est sur le fil du rasoir, tout simplement. Mais trop tôt pour affirmer que le pétrole va entamer une correction un peu plus profonde derrière. Effectivement, si on casse les plus bas, je verrai bien un retour dans un premier temps sur les 86. Pour l'heure, ça reste haussier. Tout va se jouer à mon avis cette semaine. Et si on regarde en données daily, si j'arrive à supprimer, voilà. On se stabilise en fait. Donc de nouveau, pareil, il faut qu'on casse les plus bas et vous voyez, elle est ici, mon oblique haussière. On passe par ce point là-bas, ici, là, là. J'ai coupé la mèche là, mais ici au moins j'ai 2 points de contact.
un troisième qui est en train d'être formé, et forcément, donc on n'a pas cassé ce niveau et les plus bas, difficile de passer vendeur. On pourrait très bien avoir de nouveau un range, là, de consolidation. Donc derrière, si vraiment on break les plus bas, là oui, je passerai vendeur pour aller chercher le prochain niveau de support à 86,2. Donc voilà mon plan. Mais tant que ça tient, je suis pas non plus acheteur, je n'ai pas de signal haussier, mais la tendance reste haussière en fait. Donc n'ayez pas de biais pour l'instant. Vendeur, on peut très bien évoluer dans un range avant de repartir à la hausse. Mais effectivement, en cas de cassure des plus bas et de l'oblique haussière, là je noterai une dégradation de la tendance et donc l'ascendant, les vendeurs pourraient prendre l'ascendant psychologique. Et par conséquent, un repli un peu plus significatif en direction des 86,30, 86,50. Le light, pareil, à la croisée des chemins. C'est exactement la même chose. Je note ici, on a tenté, mais bon, en l'absence des investisseurs américains, ça vaut peanuts, cette bougie. C'est un marché qui est drivé, hein, je ne cesse de le répéter, mais c'est un marché qui est essentiellement drivé par les opérateurs américains. Donc ici, effectivement, lundi, on s'est tenté une petite hausse de 2% en validant une étoile du matin. Mais je me montre assez prudent, étant donné que Wall Street était fermé. Globalement, c'est la même chose. Soit on est dans un range, soit on est dans un début de dynamique baissière. Voilà, effectivement, on a une autre belle vague baissière, stabilisation. Donc soit stabilisation et on repart à la hausse, soit effectivement stabilisation, reprise de la baisse, et là auquel cas je vise 80-82. Voilà ce niveau de support. Là on y est proche déjà, donc forcément les 84, mais derrière je viserai un peu plus bas. En cas de cassure, des nouveaux plus bas. Enfin, des plus bas, tout simplement. Pour l'heure, voilà, à la croisée des chemins, ça tient. Donc à confirmer en clôture daily dans un premier temps, et surtout en clôture weekly sur le pétrole Brent. Les cryptos. Bon, les cryptos, il se passe rien sur les cryptos. Enfin, surtout sur le BTC. Je crois que depuis la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, c'est rien passé. Encéphalogramme plat, très clairement. Donc, que dire de plus, si ce n'est que aller là où il y a de l'action. Et actuellement, sur les cryptos, c'est pas le cas. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de flux, peu de volume, peu de conviction, très clairement. Un marché un peu en berne, je trouve. Sur le BTC, je reste à l'écart. Pareil, j'ai toujours un biais baissier, avec un objectif aux alentours des 12K. Mais pour l'heure, je ne vais pas m'amuser à vendre un support. Et difficile d'être à l'achat étant donné qu'on a zéro flux et aucun chandelier de retournement. Alors si on a eu ce chandelier, mais si ça part pas au bout de 5 bougies, c'est pas maintenant que ça va partir. Donc je reste observateur. Voilà. Pour moi, les acheteurs montreront de la force si on parvient à reprendre les 24 000. Comme je vous le disais, ça fait maintenant 7 mois, un peu plus, pardon, 9 mois, allez, quasiment 10 mois même. 10 mois qu'on a débuté ce marché baissier, et en 10 mois, on n'a jamais réussi à casser une résistance. Si ici, mais c'était un bull trap. Voilà, on a cassé là, bull trap, c'est reparti. Et derrière, on n'a jamais réussi à casser une résistance. Alors oui, on a cassé des résistances en 15 minutes horaires et 4 heures si vous le voulez, mais on n'a jamais réussi à casser une résistance qui permet de confirmer un début de reprise haussière. Donc une résistance au moins daily. Donc là, on a
potentiellement essayer les 24 000, 25 000, échec cuisant, et derrière ça reste baissier. Donc tout est indiqué sur ce graphique en fait. Si vous voulez tenter des achats effectivement au plus proche des 19 000, 20 000, 19 000 avec un stop loss assez court, aux alentours des 18 500 sur signal, si on casse les plus bas, et bien garder une poche de cash disponible pour payer du BTC un peu plus bas, un peu plus tard. Voilà. Et si effectivement on est amené à casser les 24 000, alors là, je reverrai ma copie et je vous dirai potentiellement on est en train de consolider dans un range et qu'on a un double creux qui se forme et donc on pourrait aller chercher les 30 000 derrière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, le BTC sous-performe, donc prudence. Surtout si les indices sont amenés à perdre pied au cours des prochaines semaines. À mon avis, le BTC devrait lui aussi suivre derrière, même si on a quand même bien liquidé les spéculateurs sur ce marché. Voilà, on a quand même bien purgé, bien liquidé. Mais bon, je vois encore pas mal de personnes là se positionner sur les 20K. Je ne serais pas étonné de voir une dernière purge vraiment pour dégager toutes les week-ends et les spéculateurs sur ce niveau-là pour aller chercher vraiment les 12K derrière. Pour terminer, l'Ethereum. On tente d'invalider l'épaule tête épaule, là pour le coup. L'Ethereum surperforme. J'aimerais bien qu'on repasse au-dessus des 1730, effectivement. Avec la mise à jour justement de l'Ethereum, forcément ça a un peu dopé la crypto-monnaie. Effectivement, on a cassé des résistances, comme je vous le disais, autant sur le BTC s'est arrêté là. Grosso modo, on est arrivé ici, on a buté, on est reparti. Là, l'Ethereum a cassé une résistance, deuxième, troisième, on a pris quasiment 100%, ça retombe. On a deux doigts d'invalider l'épaule, tête-épaule, donc ça peut être un bon point. Faut qu'on parvienne en fait à casser la MM50. Donc après, c'est sûr que ça reste toujours un peu baissier. On a un début de reprise haussière, mais ce serait bien de confirmer ça en fait avec la cassure de la MM200. Et sorti par le haut du canal. Donc pour l'instant plutôt neutre. Vous voyez par vous-même. Voilà. On a une grosse zone ici. Voilà. 1780, 1720, c'est la zone à franchir pour que le flux acheteur puisse repartir et déclencher une nouvelle jambe de hausse. Pour l'heure, je suis très honnêtement assez neutre. Effectivement, j'avais un biais baissier la semaine dernière avec la confirmation de cette figure. Elle est presque invalidée. C'est sûr que si on break les 1730, c'est invalidation pour aller chercher un peu plus haut. Pour l'heure, pas de plan de trading. Je reste à l'écart. J'attends de voir, pareil, si les annonces des banquiers centraux vont déstabiliser ou pas les crypto-monnaies derrière. En données weekly, bon, pas grand chose à dire en données weekly. C'est sûr que si on casse le précédent top ici, ce serait vraiment une bonne chose. Certains y verraient un peu cette formation de tasse avec anse, et derrière ça pourrait repartir, pourquoi pas. Mais pour l'heure, voilà, tant qu'on reste en fait sous ces niveaux-là, enfin, vous voyez les trois mèches qu'on a là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tant qu'on reste sous 1730, 1780, j'estime que qu'il est trop tôt pour affirmer qu'on a un véritable début de reprise haussière. Voilà. Pour moi, il faut de nouveau franchir ce niveau, s'installer confortablement au-dessus de ce niveau pour ensuite évoquer les prochaines cibles techniques qui sont la MM200, la borne haute du canal et pourquoi pas derrière la confirmation d'une tasse avec anse qui pourrait nous amener un peu plus haut. En données monthly, rien à dire. Et en données 4 heures, ouais. Bon, en
donner 4 heures, j'attends de voir ce que ça va donner ici. Effectivement, pour l'instant, l'ETE semble s'invalider, mais comme je vous le disais, pour moi, c'est ce niveau-là qui sera notre juge de paix pour la suite. Voilà concernant ce briefing des marchés. Comme je vous le disais, je vous retrouverai à partir de vendredi pour une nouvelle émission, étant donné que on aura justement eu les annonces de la BCE et le discours de Christine Lagarde. Donc ça nous permettra de voir comment le marché a digéré les données et de voir où se situe le marché pour justement derrière préparer, mettre en place en tout cas des plans de trading pour les prochains jours, prochaines semaines en fonction des niveaux que l'on aura atteints sur l'ensemble des classes d'actifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à vendredi pour un nouveau briefing des marchés.